J'appelle à venir me rejoindre l'équipe du film, Audrey Strugo, on peut l'applaudir évidemment. Bravo. Et tous les comédiens. Alors, vous avez sûrement plein de questions. Je vais surtout vous laisser poser vos questions. Je vais ouvrir juste le bal, puisque c'est un festival de musique de film, pour qu'Audrey nous explique le travail avec Cut Killer, qui est donc crédité en tant que musique originale, et surtout le travail qui a été fait autour des chansons, puisqu'il a fallu évidemment les adapter au film et aux interprètes. Alors, beaucoup de questions dans la question. Déjà, les chansons, il a fallu les intégrer dans une histoire. En fait, l'idée, c'était que ces scènes de concert soient des scènes à part entière, avec une dramaturgie, etc. Donc ça, c'était la première chose à faire. Vraiment intégrer la musique dans la narration du film. Ensuite, par rapport aux... Alors, ces chansons-là, pour rester d'abord sur les concerts, puisque moi, depuis le début, je voulais que ce soit des vrais lives, et c'était des vrais lives, il n'y a pas de passage en studio, c'est de la prise de son concert comme sur un CD live, voilà. Donc il y a eu un travail à faire par rapport comment dire, aux musiques originales, parce que il n'y a plus de... En fait, il y a plus de... Il n'y a plus de master, il n'y a pas de sauvegarde, ils ont perdu les bandes, enfin je ne sais pas comment l'expliquer, c'était il y a longtemps. Et du coup, Cut Killer a dû tout refaire tous les morceaux originaux, aller rechercher les samples machin des années 80. Donc le pauvre, enfin c'est le rap, c'est-à-dire qu'en plus, ils n'ont jamais payé un mec qui a fait un sax, ils ont jamais payé. Donc on a un peu réglé l'ardoise des NTM comme ça, 30 ans après. Ouais, non, mais le hip-hop, c'est une aventure en soi, hein. On va pas se mentir. Jusqu'au Japon, il y a un mec qui est sorti du bois en disant mais attends, mais moi en fait ce sample, il me l'avait pas payé, voilà. Donc on a remonté le temps comme ça avec Anouar sur la fabrication de chaque morceau. Eux, et on en reviendra après, les comédiens ont fait un an de répète pour pouvoir, parce que c'est des acteurs, hein, c'est pas des performeurs, c'est pas des chanteurs, c'est pas des danseurs, donc ils ont dû tout apprendre. Donc voilà, ça c'était pour les concerts. Et pour ce qui est de la musique en général, on s'est dit avec Anouar, c'est le premier film qui existe sur le hip-hop en France, sur l'histoire du hip-hop français. Cut Killer, c'est quand même un peu le gardien du temple de cette époque, de cette musique, etc. Donc dans une démarche à la fois très puriste, vraiment, hein, le mec est capable de dire « Ah non, attends, ce truc c'est 93, toi tu t'arrêtes en 92. Désolé. Pardon, vas-y, enlève ton instrument, alors mets celui de 92. » Voilà. Avec voilà, en tout cas toute sa rigueur et son expertise de l'époque, et puis son talent. On a essayé de faire une ambiance musicale, une BO en tout cas, qui rende hommage à ces époques et à cette musique. Voilà. Et peut-être Théo, à quel moment les interprètes originaux, Joe Star, est intervenu pour justement donner son regard? Ouais. En fait, on a commencé à bosser de notre côté, et eux, ils sont arrivés au bout de 1 mois. On avait commencé 2-3 mois même, parce qu'on voulait avoir un truc bien à leur montrer, parce que sinon, ils allaient nous le dire direct, tu vois, et nous, ça allait nous briser en 4. Donc, ouais, au bout de 3 mois, ils sont venus l'un après l'autre, et franchement, on était déjà sur les bonnes rails, tu vois, on avait déjà un truc carré à leur montrer, et tout de suite, ils nous ont dit, ouais, c'est ça. Carrément, c'est Didier ou c'est Bruno, il a dit, non, mais ils font ça mieux que nous. Hein, au bout d'un moment, tu sais. Parce qu'il y a des trucs, eux, ils se souvenaient même pas avoir écrit ces trucs-là, tu vois. Ouais, c'est Bruno, carrément, en plus. Cool chaîne, le mystérieux qui dit ça. Donc c'était vraiment bien. Et voilà, après, ils sont revenus souvent, tous les mois, où ils sont venus rechecker à chaque fois. Mais nous, on avançait vachement de notre côté. Et de toute façon, ils laissaient les rênes vachement à Audrey. Ils avaient 100% confiance en elle. Et voilà, donc à peu près tous les mois, après, ils sont venus jusqu'à 2-3 mois avant le tournage. Voilà. Et musical, voilà, quel entraînement ça a été? Ouais, surtout que moi je connaissais pas du tout. Moi je faisais du surf et tout avant, donc rien à voir. J'étais à la plage avec ma planche, tu vois.
Et donc ça a été le challenge au début, mais ça a été une force pour moi de pas savoir au début tout ce poids qu'on avait sur les épaules. Moi, je m'en suis pas rendu compte par rapport à Chandor, qui lui a tout de suite vu la grosseur du truc et la pression du truc. Moi, je l'ai pas vu et je l'ai découvert en travaillant, tu vois. Donc après, c'était quoi la question? Excuse-moi, le début. Ouais, l'entraînement. Et bah, c'était 1 an de tous ensemble là. Audrey, ce qu'elle a fait, c'est que elle avait écrit un espèce de scénario dans sa tête parallèle de celui qu'il y a dans le film, où on se retrouvait tous ensemble à peu près 2 fois par semaine au théâtre, et on jouait ensemble ces scènes-là, en fait, qui étaient en parallèle. Ce qui fait que quand on arrive sur le tournage, on a déjà vécu plein de choses entre nous. Et comme nous, en plus, à côté de ça, on restait tout le temps entre nous, genre on était 10 à dormir chez moi pendant 1 an. C'était vraiment la colo. Ça fait que voilà, on avait vraiment on se connaissait déjà, on avait déjà vécu plein de trucs ensemble quand on est arrivé sur le tournage. Donc, tu n'as plus ce truc, tu plus l'amitié à jouer, tu n'as plus les réflexes et la complicité à chercher, tu vois, elle est déjà là. Et ça, c'est vraiment du luxe. Après, avec Chandor, on a fait beaucoup de rap, on a appris les chansons, on a fait... Les récentes, on a commencé par les plus récentes, ouais, parce qu'il y avait un BPM moins rapide. Donc, pour nous, c'était plus facile de se fondre là-dedans et d'après aller dans le ta-ta-ta-ta-ta-ta. Et voilà, on a aussi des cours de danse tous les jours à 9h. Non, on est vraiment devenus pendant. C'était une sorte de Undo Stress, mais du hip-hop, tu vois. Donc tous les jours, on était à fond tous ensemble. Et voilà, et on l'a pris comme un challenge un peu parce que il y avait des gens qui nous attendaient au tournant, on le savait. Et déjà, il y avait des critiques alors qu'on n'avait même pas commencé à travailler. Donc on savait qu'on était tous ensemble, unis contre tout le monde. Et voilà, et ça l'a fait. Est-ce que le résultat que l'on voit est fidèle au scénario, ou alors il y a eu aussi au montage beaucoup de choses qui ont été éliminées? Il y a une vraie énergie, on ne perd pas un certain rythme dans le film. En tout cas, le film final ressemble au film que je voulais faire moi. Après, évidemment que, comme tous les films, le montage est une étape ultra déterminante. C'est quand même c'est la dernière phase d'écriture d'un film et c'est certainement la plus fondamentale, en tout cas à mes yeux. Je pense que, comme à chaque étape, le film s'est bonifié, c'est-à-dire que vraiment, chaque étape était fondamentale pour arriver vers l'objet final que je voulais faire. Donc, le plus compliqué au montage, c'était de faire en sorte que cette énergie-là ne devienne pas saoulante. Voilà. Et en même temps, je voulais un film fidèle à eux. Et c'est quand même un groupe qui, pour moi, est plus un groupe de punk qu'un groupe de rap, avec une vraie énergie, une vraie liberté. Et ça, fallait le garder. C'est vraiment compliqué de faire ressembler un film à l'authenticité de vraies personnes, mais pourtant, c'était ça le défi. Donc voilà. On a l'impression de les voir, d'ailleurs, c'est assez bluffant. Avec vos questions, vous en avez plein sûrement, ou commentaires, réactions sur le film, sur votre... Ce film a un côté Madeleine de Proust. Moi, j'étais au collège, j'écoutais NTM et je viens de Poitiers, en fait. Donc c'était drôle de voir le confort moderne. Voilà, donc chacun a sa petite histoire avec NTM, peut-être. N'hésitez pas. Oui. Les acteurs, j'ai fait un casting. Il y a eu un casting en 2 temps, on va dire. On s'est d'abord fixé sur trouver Didier et Bruno. Et la question était, en fait, je savais pas vers où m'orienter. Est-ce que je prends des jeunes rappeurs parce qu'il y a ces concerts et qu'après on va travailler pour en faire des comédiens? Est-ce que je prends des comédiens qu'il va falloir amener vers la scène? Est-ce que je prends rien du tout, juste un casting sauvage parce qu'il y a la ressemblance? Et puis la ressemblance, est-ce que je dois trouver des personnes qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à d'autres personnes? Ou est-ce que... Voilà, tout ça, c'était 6 mois à peu près de process pour arriver au résultat, à mon choix final de Théo et Chandor, sachant que en fait, on se rend compte comme ça quand on cherche et qu'on creuse la réflexion. Ce qui compte, c'est pas d'avoir quelqu'un qui ressemble de toute façon physiquement. Et heureusement, en fait, qu'on n'est pas. Enfin, je serais encore en train de chercher, je pense. Mais l'idée, c'est des personnages en même temps que j'ai écrits avec une vraie intériorité. Donc après, c'est de trouver le comédien qui sera capable d'incarner au mieux cette intériorité-là. Et voilà, après on va dire en gros sur ceux que j'avais de possible de Bruno ou de Didier, j'ai finalement choisi de travailler avec les 2 seuls qui étaient comédiens. Parce que c'était les seuls qui étaient à même
d'accomplir ce travail, cette fameuse année de travail dont tu as parlé Théo tout à l'heure, qui est quand même... moi, je leur ai déjà dit, et ils le savent, et je peux le redire sans problème, j'ai quand même une admiration, mais je ne saurais même pas la définir. Sans limite, c'est certain, parce que c'est tellement compliqué, c'était tellement compliqué. Moi, il y a des fois, je me disais, Théo, je me dis, il va jamais revenir, c'est trop dur. Non, mais surtout, on lui dit, t'es pas dedans. Arrête. Et en fait, si, et ça, c'est ce que ça demande comme, en fait, comme au-delà de la performance, mais comme intelligence de se dire, ok, si je l'attrape pas par ce bout-là, je l'attraperai par l'autre côté, mais à un moment donné, je l'attraperai. J'attraperai mon personnage et je serai au bon endroit. Et moi, je savais qu'il serait capable d'y aller. Il fallait juste à un moment nous laisser le temps d'essayer en fait de grimper la montagne, de se casser la figure, de remonter, de repasser par un autre chemin, voilà. Et en tout cas, j'ai choisi les deux qui étaient, à mon sens, capables de le faire. Et puis après, on a fait le reste du casting qui s'est greffé autour. Mais quand tu as ton binôme, après, c'est plus facile de composer. Ah ouais, d'accord. Ouais. Alors oui, James. Attends, tu me vous vois, c'est en blague? Non, mais c'est une blague. T'as dit quoi qu'on s'arrête en 92? Parce qu'en fait, on commence avec Didier et Bruno, on termine avec Joe Essar et Cool Chain. Et le reste, tu le trouves partout, sur Internet, tout ça. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de comprendre qu'ils étaient eux à la base. Et de pas raconter les stars, mais raconter les garçons devenus adultes, quoi, ce moment-là. Plus l'époque, en fait. L'époque, en plus, c'est le moment... Je m'arrête à... Le monde est à la bascule, enfin, la société française, elle bascule dans autre chose, de quelque chose de plus radical. Enfin, le rejet est acté envers cette jeunesse, etc. On découvre la jeunesse des banlieues, on rejette la jeunesse des banlieues. Et en fait, c'était ça, surtout, qui m'intéressait. Les imprégner de cela, parce que ça a crevé l'écran en la matière. Moi, je retrouve vraiment l'ambiance de l'époque impeccable. Il y a un énorme travail. En fait, ce film, l'idée, c'était de faire un film moderne, mais tout en étant ancré dans une époque précise. Donc au-delà de, j'ai envie de dire, de refaire votre déco, les costumes, etc., au-delà de on va dire, de la dimension purement artistique qu'un film d'époque demande, moi j'ai beaucoup essayé de comprendre quelle était cette jeunesse, en fait, de comprendre ses espoirs, ses rêves, parce qu'on a tous eu 20 ans, mais pas à la même époque, et donc forcément, en fait, on n'est pas du tout confrontés au même monde. Donc les jeunes d'aujourd'hui n'étant pas ceux d'hier, moi j'ai fait un gros travail comme ça de recherche de mon côté, en mode vraiment socio, philo, psycho, tout ça. J'ai cherché, quoi. Je me suis vraiment mise dans cette époque-là. Et après, eux, en fait, pendant le confinement, en fait, toute cette matière-là, on l'a surtout travaillé pendant le confinement. On envoyait regarder des JT de l'époque, toutes les problématiques de l'époque, etc. Et dessus, on faisait des concours de rap, concours de slam, sur un sujet, sur un truc, pour les obliger à se projeter, eux, en tant que personnes, dans l'époque, et pour qu'ils la comprennent. Et à nous cultiver aussi sur l'époque et ce qui se passait à cette époque-là. Et c'est toi qui gagnais, en plus. J'en ai gagné un, ouais. Un slam. Bon, moi, merci beaucoup pour tout ce qu'on a vu, parce que je trouve que c'est un gros travail très nécessaire. Mon petit frère, il a fait toujours des rap underground, hip-hop, qui vient de l'Espagne. Pour moi, voir ça dans un film qui explique plein de choses, et j'aime beaucoup la France, je sais très bien, mais j'écoute beaucoup ce
Merci. Et là-bas, il y avait une main, ouais. Alors, si je dis pas de bêtises, vraiment, je sais pas, je crois qu'on est en RED. Alors après, Komodo, Como, je sais pas quoi, Ranger, là, et on a un optique suprême, ça je sais, c'était la vanne, voilà. Mais et c'est les moins. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'idée, c'était vraiment de rester dans une cinématographie moderne, voilà, par les mouvements de caméra, etc., les choix des objectifs et tout, mais quand même d'être en même temps en raccord avec l'époque. Donc on était toujours avec Éric Dumont, le chef-op, à chercher toujours le juste milieu. Et après, la texture dont vous parlez, avec son étalonneur, ils se sont pris la tête, mais pendant je ne sais pas combien de temps, pour trouver un grain particulier qui a été évidemment rajouté derrière. Et lui, je vais trahir un peu son secret, mais parce que c'est devenu une grande blague pendant le tournage, il a mis un kilotonne de fumée sur le film. Ouais, et moi je disais, mais on voit rien. Il me dit, mais t'inquiète, c'est le grain. Mais des fois, je regardais le combo, je dis, mais on filme quoi? Je comprends pas ce qu'on filme. Et nous, du coup, sur les décors, on pouvait tout le temps fumer. On faisait, bah, il faut de la fumée pour Eric, de toute façon, c'est bon. Mais ouais, il y a eu un vrai travail sur l'imagerie pour être à la fois ultra moderne et en même temps toujours en référence à il y a 30 ans. Ouais, merci. Mais il est très fort. Il est très fou, mais très fort, Éric Dumont, vraiment. Moi, je voulais juste dire que j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Et ben, merci beaucoup. Grand plaisir. Parle-en à tes amis, je vois que t'es un peu jeune et tout. Chevalier, ouais. DJS. Ouais. Alors. Non. Alors, comment dire? Alors, je pense que je suis devenue experte en... comment dire? Tu es devenue médiateuse. Non, je suis devenue déjà experte en marché à vue dans un champ de mine. Voilà. Et ça a été ça ma vie pendant 3 ans. Ils veulent tous régler leur compte avec les deux, mais personne ne se parle, évidemment. Donc moi, je les ai tous rencontrés. Le POSI, les managers, les tourneurs, tous les gens qui étaient potes avec le POSI, potes avec... Voilà, j'ai un peu rencontré toute cette galaxie-là. Et bon, plus personne ne se parle. Tout le monde, par contre, il y a une personne qui est aimée encore de tout le monde, c'est Franck Chevalier. Franck Chevalier, ouais, exactement. Ouais. Franck Chevalier, donc c'était le mec de Nina Hagen. Et il bossait chez Jean-Paul Gaultier. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Enfin, vraiment, ça l'a fait marrer. Il le raconte. Moi, ça m'a fait marrer. Ces mecs me faisaient rigoler. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. J'ai dit à Nina Hagen, on peut pas faire un truc. Et il les a guidés comme ça. Il les a mis sur la bonne voie. Et puis, Farhan est arrivé avec tout... Il est visionnaire en même temps, le mec, il a 19 ans, tout son toupet, tout ce qui peut être d'agaçant comme de brillant, bah, il est arrivé, il a récupéré l'affaire. La petite anecdote, c'est que Chevalier, il est parti, et Farhan, il prenait sa com sur ce qu'il avait signé, et Chevalier n'a jamais cherché à récupérer, et Farhan a toujours tout gardé, les pourcentages de Chevalier. Et donc comme il a signé 2 fois, il avait un pourcentage, il gagnait plus que eux, en fait, parce qu'ils divisaient, Farhan, il récupérait plus. Donc voilà, c'est comme ça, mais c'est aussi lui qui leur a permis d'atteindre un certain niveau, donc c'est leur histoire en même temps. Mais donc, Chevalier, maintenant, il est revenu, Franck, en France. Il était aux États-Unis, il est revenu, et je crois qu'il touche un peu à tout. Enfin, c'est un mec, il a fait après son trou aux États-Unis en tant que styliste. Donc voilà. Et ah oui, leur tourneur. Alors, ce qui est très drôle, donc Dom, on est quasiment en fin du film. Je suis en train de, et là il y a Didier qui me dit, c'est la merde.
Dom est mort, il faut faire un carton pour lui. À la fin, il faut qu'on rajoute que Dominique Misselin avec Lady V, tout ça, il faut le rajouter. Ouais. Et en fait, le mec est pas du tout mort. Donc c'est surtout qu'il m'a fait tout un truc. Il m'a fait tout un truc en disant putain, il est mort, faut le rajouter. Je dis mais vous le calculez plus depuis 30 ans parce que depuis qu'il s'est fait lourder comme une merde, il y a personne qui s'est demandé où il était le gars. Moi je l'ai vu, le pauvre quoi, il est là, on l'a laissé dans, enfin oui, mais il a quand même jamais été reconnu à sa juste valeur. C'est le mec qui s'est tapé pour que les gars rentrent fassent des concerts. Donc voilà, et donc c'est tout le sketch de il est mort pour qu'au final, heureusement que je me renseigne, il n'était pas du tout mort. Et quoi d'autre? Et voilà, c'était ça les deux. Et toi, Franck Loyer. Donc non, ils ne se parlent pareil. Il est parti, pour ceux qui ne savent pas, en fait, leur DJ est parti, DJs, il est parti au deuxième album, après le deuxième album. C'est l'ami d'enfance de Cool Chain. Ils ne se sont plus jamais parlé. Et non, des plaques à induction. Ouais. Voilà, il a tiré un trait sur NTM. Même sa femme, je crois, qui est d'origine colombienne, ne savait pas qu'il avait été DJ, machin. Enfin bref, donc il a fait un rejet de cette vie-là. Non, il est revenu un peu là, il essaye, mais parce qu'on l'a sorti un peu de son trou et ça a été très compliqué. Enfin, il est injoignable, introuvable. C'était quand même c'était un peu, voilà, c'était Pékin Express pour le retrouver, mais ouais, non, c'est compliqué. Chouette, c'était à Madeleine de Proust, comme tu as dit. Je vous félicite pour les scènes d'émotion aussi avec le père et la mère. Elles sont super dures. Je trouve chouette aussi la sacrée bande de potes qui fait les sales gosses dans l'hôtel et tout ça. Et je vous vois encore en tenue hip-hop et je voulais savoir qui sont les dignes héritiers de NTM aujourd'hui. Puisque c'était des anarchistes, punk, un peu comme ça. Est-ce que dans les paroles des rappeurs aujourd'hui, on a le même message? C'est pas le même monde aussi, c'est pas la même société, hein, donc. Nino, CNTM, arrête-toi. Sérieux? Non, c'est compliqué, comme tu dis, c'est pas la même. même. On pourrait avoir PNL qui s'en rapproche parce qu'ils sont deux et que voilà, qu'ils ont fait un truc un peu innovateur sur le moment. Mais ça n'a pas la même énergie, ça revendique plus les mêmes choses et tout. C'est pas la même société. Oui, surtout, c'est pas la même société. C'est plus commercial, c'est ça? C'est pas la même société. Et puis le hip-hop est devenu autre chose aussi. Ouais, c'est ça. Parce que ça évolue. C'est la réflexion de l'époque à chaque fois, du rap, tu vois, donc forcément ça évolue. Il y a beaucoup de mains. Alors ici, par exemple. Voilà. Peut-être un peu moi la scola avant. Parce que Non. Ça va pas ou quoi? Il y a des bases. Alors là, il y avait une question. Ouais. Oui. qu'est-ce qui se passe? Et puis il y avait de la foule sur la scène olympique. Et ce que j'ai vu à l'écran, il y a eu, en fait, là, ils étaient dehors avec le feu, ça ressemblait exactement à ça. À Montréal, au quartier des spectacles, c'était malade. MC Solar, oui, NTM, non. Il y a des répliques dans le film, c'est... En fait, je crois que la différence entre lui et Straight Outta Compton, c'est que là, il y a un point de vue je pense qu'il y a un vrai point de vue sur une société, sur le groupe, alors que là-bas, ils font leur gloire à eux et puis ils se kiffent, quoi.
Mais en même temps, c'est écrit pour ce qu'il fait. Enfin, c'est le but du film, je crois. Oui, oui, mais c'est... Et puis Dr. Dre est un ange, tout ça, tout ça, tout ça. Ouais, mais parce que je pense que c'était très... Dans la musique, C'est à mon avis, universel, ouais. c'est... Je pense. Une main s'est levée là. Oui, la question, moi, c'était la relation entre Joey Starr et son père. Est-ce qu'elle est réellement de ce type-là ou est-ce qu'il y a votre scénario qui l'a... Elle est toujours comme ça. Aujourd'hui, Didier, il vous dit, il a jamais vu... Il a 3 enfants, Didier, et, dont un aîné qui a 17 ans. 16. Il n'a jamais vu ses petits-enfants. Et voilà. Non, non, c'est même pire parce que moi, j'ai pris le parti de ne pas montrer la violence. Mais on parle d'un enfant qui a été battu, maltraité. Enfin, voilà. Il en parle, mais voilà. Ouais. Vous pouvez lire Le Petit Didier qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ça raconte vachement son enfance et tout. Parce que déjà, il est un peu plus grand. Ça se passait, il était plus petit. Et en fait, il n'y a pas besoin de la montrer. Je trouve que c'est pire. En fait, l'après est pire pour moi parce qu'il y a une telle négation de son existence dans les yeux de son père pour moi, elle raconte... un regard vaut 1000 coups, en fait. Il y a pas besoin. Et puis, moi, je le prends vraiment au moment où lui, il est déjà complètement fracassé et que la relation est foutue. Et ça passe aussi par la musique. Le silence peut être aussi une musique. Et il y a un plan qui dure où il y a le père qui va rentrer dans la pièce. Et ce silence, je trouve, est aussi violent parfois que certaines... Oui. Mais du coup, comment elle a évolué en fait, la relation entre la mère et Gustave? Très bonne... En fait, quand il l'a retrouvé, il explique encore aujourd'hui que c'est compliqué parce que c'est sa maman, il la voit toujours et ils sont plutôt très proches, mais que c'était très compliqué parce qu'elle n'avait pas la place de lui dire, de se comporter comme une maman auprès de lui. Et lui, de toute façon, il ne sait pas recevoir cet amour-là, en fait. Donc, ils s'aiment beaucoup, mais je crois qu'ils sont empêchés sur plein de choses. Mais elle fait partie de sa vie, en tout cas. Très fort. En fait, mon point de vue, c'est que, je vais la dire comme je pense. Je pense que à cette époque-là, quand on parlait tout à l'heure de raconter où tout a commencé, en gros, je pense que eux, ce qu'ils avaient de différent avec la jeunesse d'aujourd'hui, c'est qu'ils pensaient qu'en prenant un micro, ils pourraient peut-être faire changer les choses parce que en criant assez fort ce qui n'allait pas, peut-être qu'on allait les entendre. Et je pense que les gens qui nous gouvernent auraient été bien plus inspirés d'écouter un disque d'NTM plutôt que de dire que si les banlieues brûlaient, c'était de la faute d'un groupe qui s'appelait Nique ta mère. C'était tellement plus facile. Et dans leur texte, moi je trouve que ces mecs, c'est quelque part, entre guillemets, mais des prophètes. Ils n'ont fait que dire tout ce qui s'est passé derrière et qui n'a fait qu'empirer. Et en fait, c'était pour moi la manière jusque-boutiste d'illustrer ce que je pense et leurs propos. Voilà. Et en raccrochant avec un wagon de l'actualité, puisque malheureusement, c'est encore et toujours d'actualité.
Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous.